Journal d'expédition de Gaspard de Cristoval, 22 Flugzeit, 988e année impériale. Cela fait plusieurs semaines que nous avons quitté ma douce Estalie natale, et malgré mon affection pour la mer, je commence à me lasser de ces étendues d'eau à perte de vue qui nous enveloppent. Je ne pensais pas que le port malfamé de Saint-Louis puisse un jour provoquer chez moi un sentiment de nostalgie. Nos provisions s'amenuisent, en particulier en termes d'alcool, et de nombreux matelots en font les frais. Et il faut dire que le scorbut est un compagnon de route bien moins présent quand le vent au citron coule à flot. Encore une raison de regretter les chaudes plaines estaliennes et les bordels de Magrita. Je me demande parfois si j'ai bien fait d'accepter le poste de naturaliste dans cette expédition. Pourtant, le capitaine affirme haut et fort que nous approchons de Skeggi. Nous ne pouvons que le croire sur parole, et continuer cette traversée éprouvante avec cette faible espérance en tête. Au moins sommes-nous chanceux d'avoir soustrait à la route des terrifiants pirates Drushi qui infestent ces eaux. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé Alfonso, un marin avec qui, par la force des choses, j'ai fini par me lier d'amitié entre deux descriptions d'horreur maritime. Il m'est sympathique, même s'il me semble sujet à une forte tendance à la dramatisation, mais le contexte de ces dernières semaines me laisse moins de possibilités de me montrer sélectif sur mes fréquentations. Et j'apprécie l'oreille plus ou moins attentive qu'il me prête durant mes éprouvantes journées de labeur à bord du Perla Rossa. Nul doute que sa présence m'aidera également à m'acclimater au nouveau monde d'or, d'autant que les clabaudages sur les colons de Norska sont tout sauf obligeants. Mais si Skeggi est réputé pour être un coupe-gorge sordide, il reste l'endroit le plus sûr de l'isthme, a priori. Nous verrons. J'ai appris à me méfier des racontards et des histoires contées au détour d'un marivaudage. La réalité est souvent bien lointaine, en mieux ou en pire. Journal d'expédition de Gaspard de Cristoval, 1er Sigmarzeit, 988e année impériale. Nous avons mis plusieurs jours de plus que prévu pour atteindre l'isthme de Lustrie. Le capitaine a mis ça sur le compte d'un mauvais vent, qu'Alfonso s'empressa de qualifier de mauvais augure. Mais la tension ambiante causée par la faim et la soif se relâcha d'un coup, lorsque l'homme de quart en vigie remporta ses 3 couronnes pour avoir enfin crié le terra tant attendu par l'équipage. Tandis que j'écris ces lignes, je me demande encore si le regabier n'avait pas repéré notre destination à l'odeur plutôt qu'à la vue. Je suis bien entendu aussi soulagé que tout le monde d'avoir enfin mis pied à terre, mais il est également vrai que troquer les fragrances maritimes contre celles bien moins plaisantes des sécrétions humaines avait un arrière-goût de déception. Skeggi n'avait au final rien à envier aux histoires gravitant autour d'elle. Il s'agissait effectivement d'un endroit sordide et glauque, et la moiteur insupportable de l'air ne faisait rien pour atténuer le relent de matière fécale qui enveloppait le moindre lieu de ce port rapiécé. Il faut dire que malgré la présence de la mer, la chaleur ici est étouffante. Le vent, loin de nous rafraîchir, porte avec lui l'humidité de la jungle du sud, accentuant le sentiment permanent d'être dans une étuve. Je ne suis pourtant pas étranger aux fortes températures, et en plus des sèches saisons estaliennes, j'eus également l'occasion de louvoyer par les terres arides d'Arabie. Jamais je n'eus cru que je trouverais endroit plus difficile que celui-ci, et pourtant, fort est de constater que je me fourvoyais. Mais si seulement il n'y avait eu que la moiteur et l'insalubrité. Les Norses sont également une pierre importante de l'édifice détestable que représente Skeggi à mes yeux. Ces derniers jours furent éprouvants et stressants, sans commune mesure avec d'autres lieux similaires que j'eus fréquentés par le passé. Impossible de circuler, ne serait-ce que quelques minutes, dans les ruelles fétides de la colonie, sans tomber sur une rixe d'une violence irréfléchie, ou sur les conséquences avilissantes de l'abus de boisson. Et bien souvent, la seconde s'avérant la cause de la première, quand ce ne fut pas simplement le désir irrépressible de brutalité des habitants. J'eus moi-même plusieurs occasions de subir les excès de la population locale, dont une particulièrement lamentable, où un marin norse me prit pour une donzelle et me fit des avances particulièrement insistantes, avant d'être roué de coups par ses acolytes suffisamment sobres pour constater l'erreur de jugement de leur camarade aviné. Le tout dans une humeur joyeuse et des railleries grivoises à mon encontre, qui détenaient fortement avec le visage tuméfié de l'homme laissé à terre sans autre forme de procès. Je décidai après coup de défaire mon catogan et d'abandonner mon habituelle tenue richement décorée pour des frusques plus en accord avec le sens de la mode locale. Je n'eus de toute manière plus vraiment le désir d'explorer les lieux par la suite, et je limitai mes déplacements au strict minimum, évitant autant que faire se peut le contact avec les colons.
J'ai à ce propos une théorie sur les qualités indéniables d'explorateurs qui gravitent autour des marins de Norska. Je pense intimement que les aventuriers comme Loth Eriksson se sont vus pousser une vocation pour le voyage afin d'échapper au maximum à la compagnie de leurs congénères. Et cela me paraît une raison presque si valable que la quête de gloire ou de richesse. Quoi qu'il en soit, je serai moi-même dans la peau d'un explorateur dès demain, puisque les préparatifs de notre expédition se sont achevés aujourd'hui même. Les objectifs sont multiples, et bien sûr la troupe a pour mission de mettre la main sur les richesses que l'on peut soi-disant trouver dans les jungles de Lustrie. Le nouveau monde d'or ne porte pas ce sobriquet sans raison. Mais, à titre personnel, j'ai une attribution bien plus intellectuelle. Je compte étudier et cataloguer la faune locale, et si Myrmidia le veut, peut-être pourrais-je préparer mes vieux jours en ramenant quelques spécimens sur le vieux continent. Journal d'expédition de Gaspard de Christoval, 3 Sigmarzeit, 988e année impériale. La chaleur est insupportable, et ce que nous buvons, nous le dispersons immédiatement dans l'air moite via notre sueur. L'ombre de la frondaison n'est d'aucun secours, nous sommes comme dans une serre. J'ai manqué plusieurs fois de m'évanouir, et d'autres que moi ont succombé à l'appel du sol, ralentissant considérablement le groupe. Encore que notre célérité reste relative, tant la végétation nous oppose farouche résistance. J'estime que notre progression ces dernières 24 heures ne doit pas dépasser les quelques kilomètres, et la nuit fut une expérience des plus éprouvantes, tant nous avons dû batailler pour dégager un espace suffisant pour établir le campement. Des efforts dont nous n'avons pu tirer que de maigres bénéfices en termes de repos, étant donné l'environnement impropre à la récupération. J'avais ouï des histoires au sujet du bois de Pina, dont d'obscures magies empêchaient les voyageurs d'accéder à son cœur. Mais ici, nul sortilège à l'œuvre, ils ne sont d'aucune utilité. La nature hostile ne nous oppose qu'une puissance brutale et sauvage. Des lianes munies de feuilles coupantes comme des rasoirs, des fleurs exhalant une fragrance irritante, brûlant les yeux aussi sûrement que le souffle d'un dragon, et des arbres antédiluviens, aux branches si solides que nos lames s'émoussent plus vite que l'écorce qu'elles frappent. La menace et le danger sont constants, et si je puis trouver le temps d'écrire ces lignes, c'est parce que notre groupe a dû monter le campement à la hâte. Roberta, une de nos mercenaires tiléennes, a été blessée par une plante inconnue aux feuilles suffisamment tranchantes pour percer nos gambisons, et sécrétant un poison causant d'immondes bubons bleutés autour de la plaie. La jeune femme, pourtant d'un gabarit supérieur à nombre d'hommes de l'expédition, s'est écroulée seulement quelques heures après que le monstre végétal ait raflé son bras. Et nous avons été contraints de stopper notre avance pour soigner la malheureuse et éloigner les insectes charognards, attirés aussi sûrement par ces plaies que les mouches le sont d'un crottin de cheval. Notre herboriste est à son chevet en ce moment même, mais nombreux parmi nous pensent qu'il ne parviendra pas à la soigner. L'odeur herbacée des bubons est de plus en plus forte, et attire de plus en plus de ces mouches à viande dotées de mandibules ridiculement proéminentes. L'humidité et la chaleur empêchent la plaie de se refermer, et la chair commence à se nécroser, au point que le capitaine ait proposé d'amputer la pauvre femme. Mais le soigneur a été catégorique. Sectionner un membre dans ces conditions reviendrait à tuer Roberta. J'ai entendu répliquer que cela pourrait au moins abréger ses souffrances. En effet, malgré son inconscience, la fièvre et la douleur semblent avoir envahi son corps, animé de contractions et de grimaces. Pour ma part, j'ai pris sur moi de référencer la plante fautive dans mon carnet de croquis. Je l'ai nommée Eleborus hyacinthum. La plante semble vivace, et ses fleurs bleues et pourpres sont fortement nectarifères. Ce fut d'ailleurs cette douce odeur d'orchidée qui poussa sans doute Roberta à s'en approcher. Le spécimen est en outre doté d'un bulbe distendu comme une baudruche, dont les pétales zygomorphes sont particulièrement tranchants. Le poison ayant foudroyé notre malheureuse ne semble pas provenir d'autre endroit de la plante, et la tige en est épaisse, semblant solide comme un tronc. J'ai pu constater que les insectes, attirés par les bubons de Roberta, étaient également de cet allébore bleu. Peut-être ces créatures entretiennent-elles quelconque relation symbiotique. Il serait intéressant de pousser l'étude de ces comportements plus loin, mais l'on m'a interdit de m'approcher plus d'elles. Une interdiction frustrante, mais qui, d'une certaine manière, provoque également chez moi un sentiment vague de soulagement. Nul doute que je me porte mieux à distance de ces choses. Journal d'expédition de Gaspard de Christoval,
5 Sigmarzeit, 988e année impériale. C'est Alfonso qui m'a réveillé ce matin pour m'annoncer le décès de Roberta. Le capitaine m'a ensuite chargé d'étudier le corps, mais il ne me laissa que le temps des préparatifs de rangement du campement pour le faire. Il semblerait que le poison de l'élébore bleu n'en soit pas véritablement un, mais plutôt une sorte de vecteur de parasites. Les bubons à l'odeur de fleurs ont fini par éclore, ce qui, selon les dires, se produisit peu de temps après la mort de Roberta. Il en est sorti une sorte de germination de la plante d'origine, et le bras de l'infortuné mercenaire est couvert de déformations, indiquant que celle-ci semble avoir planté ses racines dans les vascularisations du cadavre. J'imagine que si l'on me laissait plus de temps, je pourrais constater la consommation complète du corps. Je remarquais aussi qu'une fois laissées libres d'agir, les mouches à viande, que j'ai nommées Parforabis maxillameius, ont commencé à se repaître de Roberta. Je pense comprendre un peu mieux le modèle de reproduction de l'élébore bleu. Attirés par l'odeur caractéristique de la plante, ces insectes charognards enduisent leurs mandibules du poison de l'élébore, puis, quand ils se nourrissent sur un cadavre, ils propagent celui-ci, permettant à la plante de croître dans les chairs mortes. Cela se complétant également avec les pétales tranchants, indiquant qu'en plus d'un système de défense efficace, l'élébore peut également profiter de l'infortuné prédateur pour se reproduire. Ce ne sont bien sûr que des hypothèses, et je n'eus malheureusement pas l'occasion de pousser plus en avant mes observations. Nous dûmes partir rapidement, et après avoir laissé les Tyléens se charger des obsèques rapides de Roberta, nous continuâmes notre route vers le sud. Le reste de cette journée de marche se passa sans réelle difficulté, et il me sembla même à ce moment que la frondaison se dispersait. Je ne remarquai cependant pas immédiatement le sol, couvert de végétation, qui devenait de plus en plus humide, jusqu'à ce que nous ne puissions plus l'ignorer, quand nos bottes commencèrent à s'enfoncer dans la boue odorante et que des poches d'eau stagnantes n'apparaissent de manière de plus en plus régulière. Nous avions sans nul doute atteint ce que les colons norse de Skeggi appelaient les marais d'Aymara, ce qui signifiait que nous approchions enfin de notre premier objectif. Ce constat remit du baume au cœur de la compagnie, et nous accélérâmes le pas, faisant fi de la prudence pour tenter d'atteindre les ruines au plus vite. Je ne sus qu'après coup la nigauderie de cette hardiesse. Ne prenant pas la peine de contourner un bassin particulièrement ample, une partie de la compagnie s'engagea dans les eaux peu profondes. Le remulgue de la fange provoqua alors la remontée en surface d'un gigantesque crâne reptilien, et semblant appartenir à un animal autochtone. Je n'eus alors encore une fois que peu de temps pour étudier l'artefact biologique. Des remous se firent voir çà et là dans le marécage, et se dirigèrent rapidement dans la direction des éclaireurs plus en avant que nous dans les eaux. Seul l'un d'entre eux, particulièrement véloce, en réchappa. Et ce fut en partie la résilience de ses jambières de métal qui le sauva, et me permit par la même occasion de mettre une nouvelle entrée dans mon carnet de croquis. Je le nomme Characidé Aimera, mais mes camarades lui ont trouvé un nom estalien plus vulgaire, quoique bien à propos, le piranha, le poisson avec des dents. Ces créatures grégaires, relativement petites, ne dépassant pas les 40 cm, ont totalement dévoré 3 de nos 4 éclaireurs en seulement quelques minutes, et le rescapé en ramena une paire sur la terre ferme, solidement accrochée à sa jambière à l'aide de leurs puissantes mâchoires. Il semblerait que leurs crocs soient capables d'entamer même l'acier, à en juger par les traces laissées, ce qui explique en partie la vitesse à laquelle nos hommes ont succombé. Même une fois mort, l'animal semble vouloir continuer de mordre, comme mu par quelques réflexes post-mortem. Il s'agit clairement d'un carnivore, pourvu d'une nageoire adipeuse et d'une autre pelvienne. La ligne latérale courbe de ce poisson semble en accord avec son milieu de vie sombre, où la vue n'est de toute évidence pas l'organe sensoriel à favoriser. Je constate également une paire de narines particulièrement développées, ce qui semble indiquer un odorat puissant. La dissection a en outre permis de déterminer la présence de vessies natatoires aériennes, ce qui le différencie des squales que l'on rencontre dans les mers du sud. Tout comme ses nageoires membraneuses, soutenues par des rayons, typiques des poissons actinoptérygiens, que l'on trouve également dans le Vieux Monde. Quoi qu'il en soit, il fut décidé de ne plus approcher de ces étendues d'eau à l'avenir, et sans surprise, tout le monde accepta cet ordre. Journal d'expédition de Gaspard de Cristoval, 8e Sigmarzeit, 988e année impériale.
C'est notre seconde journée dans les ruines que nous avons appelée le Temple du Jaguar, du fait du nombre assez important d'occurrences de cet animal représenté dans les bas-reliefs. Les lieux sont d'une architecture imposante et semblant d'un âge immémorial. De nombreuses pyramides à gradins gigantesques sont visibles, et en contraste, les habitations les entourant semblent sommaires, souvent réduites à de simples cubes de pierre taillés, dotés d'une seule pièce et d'un mobilier de roche très pauvre. Mais ce qui est le plus frappant reste la concentration de bassins remplis d'eau que l'on rencontre un peu partout dans ces ruines. Nul doute qu'il ne s'agissait pas de simples divagations de l'architecte, et qu'il devait avoir un rôle majeur dans la vie des habitants. Le sentiment général reste malgré tout à la désillusion. Il semblerait que cet endroit ait déjà été pillé plusieurs fois. Et les rares babioles récupérées de ci de là ne couvrent même pas les tarifs des mercenaires embauchés pour protéger l'expédition. Heureusement, d'une manière que je ne m'explique pas, la jungle est partiellement cloisonnée en dehors du site, comme si une quelconque barrière invisible empêchait la végétation de prendre trop l'ascendant sur ces ruines. Cela nous donne un endroit qui, pour la première fois du voyage, a permis d'établir un campement en bonne et due forme, sans trop d'insectes piqueurs, et sans l'humidité et la chaleur étouffante de la frondaison. Une situation favorable, qui nous permet de conserver un peu de morale, et d'oublier en partie nos pertes, et les faibles découvertes accomplies. Si l'on accepte bien sûr Alfonso, qui n'a jamais été si créatif en termes de malédiction et de punition divine. Ces quelques jours de repos et d'exploration m'ont d'ailleurs permis de découvrir plusieurs choses intéressantes, en particulier des ossements. Ces derniers, blanchis par les éléments, sont majoritairement d'origine reptilienne. En tout cas, c'est ce qu'il me sembla d'un premier abord, du fait d'un corps vaguement crocodiliforme et de larges épines vertébrales qui devaient sans doute soutenir une sorte de voile de peau. Mais le seul crâne que je découvris me fit douter de ce postulat après analyse. C'est un crâne massif et trapu, avec un os dentaire particulièrement gros, tout comme le reste de la mandibule par ailleurs. Les canines sont particulièrement imposantes, et la dimorphie des dents postérieures le différencie des reptiles que je connais, même des plus étranges, comme les dragons ou les wyverns. Et ce, malgré la présence d'une similitude sur les dents les plus arrières, en la forme d'une couche métallisée, comme celle des monstres cracheurs de feu du vieux monde, indiquant que cette chose devait très certainement posséder la capacité de produire des flammes. Une simple convergence évolutive à mon avis, étant donné la variation importante du reste de la dentition. Cette différence au niveau de la répartition dentaire est par ailleurs soutenue par l'existence d'une fosse temporale, juste derrière l'orbite, et totalement absente des reptiles du vieux monde, y compris chez les sang-froids, pourtant originaires de Nagaroth, qui est une zone géographique bien plus proche de la Lustrie que de nos contrées. Et je me serais attendu à trouver quelconque caractère commun entre les différents sauriens de ce continent. Mais il me semble clair à présent, malgré les apparences, que cet animal n'appartient pas à la famille des reptiles. Étrangement, de nombreux caractères semblent même le rapprocher d'un mammifère. Peut-être une sorte d'hybride, ou un ancêtre commun entre les lézards et les mammifères, et n'ayant que peu divergé au fil du temps. J'apprécierais d'en étudier un vivant pour vérifier certaines choses, mais ces ruines semblent vides de toute présence en dehors de la nôtre. Dans tous les cas, j'ai décidé de nommer cette créature Salamandra Alodon, en rapport avec cette créature légendaire liée au feu, mais également pour signifier l'étrangeté de sa dentition. Il me faut à présent stopper la rédaction de ce journal. J'aimerais commencer le croquis de cette créature, mais les voix enjouées de mes camarades en dehors de ma tente m'indiquent qu'une découverte a été faite dans les ruines, et la curiosité m'enjoint à quitter l'étude de ces ossements pour aller constater de mes yeux la cause de tant d'allégresse. Journal d'expédition de Gaspard de Cristoval, 10 Sigmarzeit, 988e année impériale. Je ne peux me défaire de cette désagréable impression d'être suivi depuis que nous avons quitté le temple du Jaguar. La faune locale, jusqu'ici très présente, semble avoir totalement disparu, et nous n'entendons plus un seul bruit dans la jungle en dehors de celui du vent dans les arbres. Mais je suis le seul à ne pas apprécier ce constat. Mes camarades prennent ce silence comme un bon présage, et se complaisent toujours dans la satisfaction procurée par la découverte de cette large tablette d'or et de pierres précieuses. Même Alfonso, d'habitude si enclin aux poussées de négativisme, semble confiant en notre situation, et j'ai cessé de chercher à convaincre la troupe que ce mutisme forestier n'était pas naturel. Même la perte de notre dernier éclaireur ne semble préoccuper personne,
comme si la fièvre de l'or avait rendu tout le monde suffisamment euphorique pour ignorer le fait que l'un des nôtres avait mystérieusement disparu dans la jungle. C'est d'autant plus préoccupant que nous voyageons à présent à l'aveugle, et que tout lieu en ce labyrinthe végétal semble ressembler à son voisin. Fort heureusement, nous finissâmes par tomber sur une large voie au milieu de la jungle, totalement débroussaillée, et vierge d'arbres au point que nous puissions même contempler le ciel. Cet événement me saisit aux tripes, et je me laissais aller un instant à penser de manière positive à l'instar de mes camarades. Nous pouvions voir, surplombant l'horizon végétal dans le lointain, une large chaîne de montagnes, que le capitaine reconnut comme celle que nous pouvions déjà contempler depuis Skeggy, et nous décidâmes de suivre la voie déboisée dans cette direction. Le trajet se déroula avec une facilité et une fluidité que nous n'avions jamais connues jusqu'à aujourd'hui. Notre rythme était soutenu, et comme nous avions fait le plein de provisions lors de notre halte au temple du jaguar, nous n'eûmes même pas à ralentir pour chercher de l'eau et de la nourriture sur le chemin. Je fus cependant intrigué par quelques éléments incongrus qui échappèrent à l'attention des gens moins érudits que moi sur la question. De nombreux arbres sur les côtés de la voie semblaient être non seulement déracinés et poussés sur les flancs pour libérer l'accès, mais les troncs gigantesques présentaient également de larges dégâts, que j'assimila rapidement à des morsures. Et je commençai à me demander si cette route sécurisée n'était pas simplement la conséquence du passage d'une créature géante. Mes doutes devinrent des certitudes, quand la compagnie tomba sur un tas de déjections gros comme 2 fois un homme, en plein milieu de la route. Et cette découverte provoqua un violent retour à la réalité, même pour les plus euphoriques de la troupe. La fiente odorante semblait encore relativement fraîche, et ne devait pas dater de plus de quelques jours, mais il m'était difficile de le déterminer avec précision, étant donné l'environnement humide de la jungle et la taille colossale des excréments. Nous continuâmes malgré tout notre avancée après cela, mais de manière plus prudente, guettant le moindre signe du propriétaire de ces déjections, qui, selon mes estimations, devait à minima approcher la taille d'un char à vapeur impérial. Journal d'expédition de Gaspard de Cristoval, 13 Sigmarzeit, 988e année impériale. Je trouve enfin le temps de reprendre ma plume. Les derniers jours se sont avérés éprouvants, avec des événements pour le moins désastreux. Notre compagnie, à l'heure où j'écris ces lignes, ne compte plus que la moitié de son groupe d'origine. Je ne peux réprimer le frisson d'horreur qui m'envahit tandis que je me remémore ce cauchemar. Mais me plonger dans l'étude de cette créature me permet en partie d'exorciser ce traumatisme. Alors que nous avions trouvé voie à travers la jungle, nous ne prêtâmes pas suffisamment d'attention aux avertissements qu'elle nous envoyait. Ces traces de morsures capables de broyer un tronc, ces déjections aussi hautes qu'un homme, et simplement l'existence d'une créature capable de tailler un chemin aussi clair dans une frondaison que même nos lames d'acier avaient été incapables d'entailler. Nous n'eûmes pas le loisir de méditer sur notre erreur quand elle se révéla à nous. Tout au plus avons-nous pu trembler de terreur à l'ouïe de ce grondement sinistre, suivi par le tremblement de la terre sous nos pieds. Les arbres avoisinants s'effondrèrent comme une vague de destruction se dirigeant droit vers nous. Le capitaine et les Tiléens gardèrent cependant un calme exemplaire et ordonnèrent la retraite, ce que nous acceptâmes avec une docilité peu étonnante. Cela ne nous mena pas loin, la chose était bien plus véloce que nous. J'estimais même que la présence de chevaux ne nous eût été d'aucun secours, tant la célérité de cette créature était grande. Le monstre émergea du mur végétal comme un bélier vivant. Son crâne hérissé de pointes et de cornes aussi grandes qu'un homme percuta avec fracas la formation défensive qu'avaient entamée les Tiléens. Et les soldats en armure volèrent tels des pantins désarticulés, tandis que le bec orné de crocs du monstre se refermait sur le chef de la troupe de mercenaires. Je peux tenter de me rassurer en admettant qu'il n'a sans doute pas souffert, contrairement aux quelques malheureux airs dont les os se brisèrent comme de l'écorce sous un marteau. Et le respect fugace que j'éprouvais pour ces chiens de guerre ne fit qu'augmenter au fil des minutes d'horreur qui suivirent. Sans tenir compte des pertes, ils se dispersèrent, et ceux dotés d'arcs et d'arbalètes se positionnèrent sous le couvert des courageux, qui tentaient de concentrer l'attention de cette créature. J'eus alors la courte occasion d'étudier l'apparence de cette dernière, tandis que les traits de bois et d'acier venaient compléter sa toison de picosseuse. Son crâne composait un bon tiers de sa corpulence totale. Ses mâchoires étaient-elles celles d'un perroquet doté de crocs de la taille d'un avant-bras humain, et sa nuque protégée par une collerette d'écailles et de kératine repoussait les carreaux aussi aisément qu'un pavois. Sous ce toit organique, un corps trapu et musculeux, court sur pattes, mais d'une mobilité hors norme, capable d'effectuer des rotations à une vitesse irréelle pour faire face à ses proies. J'utilise le terme de proie, mais il n'est peut-être pas adapté. Malgré l'arme mortelle que représentait cette chose,
Il me sembla que son regard était plus celui d'un animal enragé par un affront que celui d'un prédateur cherchant son prochain repas. En réalité, j'assimilerais ce comportement à celui des manticores du Nord, dont le sens territorial et l'agressivité n'avaient rien à envier à ce monstre. J'ajouterais qu'après ces événements, et le temps que je pus passer à réfléchir à la question, il m'a paru que la créature devait au moins en partie avoir un régime alimentaire xylophage. En atteste la composition de ses excréments et les morsures découvertes sur les troncs d'arbres. Mais je ne pus arriver à ces conclusions avant quelques jours, car sur l'instant, elle ne m'a paru véritablement que comme un monstre avide de notre mort. Au moins jusqu'à ce qu'un carreau chanceux de l'un de nos défenseurs ne s'enfonce dans une de ses orbites, assez profondément pour provoquer la chute de l'animal. Une fois qu'il fut à terre, je pus reprendre mon souffle et enfin ignorer les humeurs qui souillaient mes frusques pour nommer cet animal. Je l'ai appelé Stegadon Bitter Arborum, le toit denté mangeur d'arbres. Journal d'expédition de Gaspard de Cristoval, 15 Sigmarzeit, 988e année impériale. Nous avons encore perdu l'un des nôtres dans la nuit, ce qui rapporte le nombre de personnes encore en vie à 12, et ce chiffre risque fort de continuer de baisser. En effet, de nombreux membres de l'expédition se sont réveillés récemment avec un aiguillon fiché dans la nuque ou dans le bras, et incidemment ont commencé à développer de forts symptômes fiévreux, les incapacitant et obligeant la troupe à stopper son avance régulièrement pour ménager les malades. Ces arrêts impromptus m'ont permis de constater que ce qui avait été jugé au départ comme une énième agression de la faune d'insectes locaux ne l'était en fait pas. Ce postulat m'est confirmé par le fait que nous avons enfin quitté la jungle pour nous engager dans les montagnes, et que les insectes piqueurs sont de fait beaucoup moins présents. De plus, j'ai remarqué que les aiguillons ne semblent pas d'origine biologique, ce sont des bouts de bois et d'os taillés extrêmement fins, et a priori ils ont dû être enduits de poison. Il s'agit clairement d'une attaque préméditée de la part d'un ennemi conscient de ce qu'il faisait, et capable d'artisanat. J'ai fait part de mes inquiétudes au capitaine ce matin, mais l'homme, usé par les événements, semble avoir atteint ses limites, et il ne m'offrit pour toute réponse qu'un acquiescement désabusé. Je doute qu'il fasse quoi que ce soit dans cet état. J'ai donc pris l'initiative d'en discuter avec les rares Tyléens encore debout, et ils ont promis de mettre en place des tours de garde plus conséquents pour protéger l'expédition durant son sommeil. Je n'ai jamais vraiment apprécié les métiers de la guerre, mais cette aventure m'aura au moins permis d'éclairer mon jugement sur la question, et aujourd'hui ma confiance va principalement à ceux dont la mort d'autrui est le gagne-pain, essentiellement car ce sont les seuls qui parviennent à maintenir un semblant de sang-froid dans ce contexte critique. Le reste de la matinée fut accordé aux malades, afin qu'ils puissent tenter de retrouver leurs forces. J'ai passé une partie de ce temps à jouer au dé avec Alfonso. Mes défaites successives et l'indigence intellectuelle de cette activité m'ont cependant rapidement ramené à des occupations plus stimulantes. Je suis parvenu, non sans mal, à convaincre mes protecteurs de l'utilité de mes faibles talents de cartographe, et ils ont accepté avec réticence de m'autoriser le remplacement de leurs éclaireurs disparus. Je me rends bien compte de la dangerosité de cette tâche, d'autant que je ne suis pas un combattant, et que mes compétences athlétiques, bien que n'étant pas inexistantes, n'en sont pas moins limitées. Mais je ressentais le besoin de me rendre utile, de ne pas être inactif dans ces moments d'incertitude. Ce besoin était bien plus fort que mon envie de sécurité. M'équipant d'une lunette et de quoi dessiner une carte, je m'engageai donc dans les sentiers rocailleux pour tenter de définir une voie sûre dans les montagnes de Lustrie. Mais ma véritable nature ne tarda pas à refaire surface, et, quant au détour d'un chemin à flanc de falaise, je pus contempler la canopée en contrebas. Je ne sus réfréner mon addiction pour l'observation du monde naturel. M'installant aussi confortablement que possible sur un rocher qui n'aurait d'ordinaire pas laissé entrevoir sa compatibilité avec ce concept, je m'autorisai une pause et sortis mon carnet de croquis avant d'étudier la jungle au travers de ma lunette. À ce poste d'observation aérien, je pus découvrir des choses que je n'aurais pas soupçonnées quand nous déambulions au ras du sol, pataugeant dans la fange, sans se douter de ceux qui vivaient au-dessus de nous. La cime des arbres voyait, à intervalles réguliers, surgir de magnifiques créatures volantes, et dans la sécurité relative de ma position, je pus les étudier tout mon soul, analysant avec délectation leur comportement et leur morphologie. Il s'agissait d'animaux gracieux et agiles, plongeant dans la jungle comme un oiseau de mer plongerait dans l'océan, et en ressortant le bec garni de petites créatures malchanceuses. Leurs ailes membraneuses ressemblent fortement à celles des chauves-souris, tendues sur leur métacarpe, et font montre d'une remarquable agilité, capable de se replier le long du corps lors des plongées canopéennes, afin de ne pas se prendre dans les branchages. Mais le plus impressionnant reste leur crâne édenté, d'une longueur impressionnante, et pourvu d'une magnifique crête,
particulièrement grande et dotée de magnifiques couleurs vives chez certains individus, ce que j'attribue à un dimorphisme sexuel. Il me semble que ces créatures vivent en groupes sociaux de 3 à 6 individus, que j'imagine être des femelles, tandis que les mâles sont pour leur part plutôt solitaires et me paraissent bien plus agressifs, comme en attestent les quelques rixes aériennes que j'ai pu observer entre ces individus isolés. J'ai également constaté un comportement de chasse relativement insolite chez les femelles, attestant a priori de l'intelligence développée de ces animaux. À de nombreuses reprises, j'ai eu l'occasion de voir un de ces reptiles volants saisir une proie conséquente entre ses serres, avant de prendre de l'altitude et de la relâcher contre les rochers en contrebas. Le malheureux animal se brisant les os à l'impact et permettant aux prédateurs de se repaître sans mal. Je passa plusieurs heures à observer ce spectacle avant de reprendre ma tâche première. Profitant de l'occasion pour admirer les épines montagneuses jaillissant de la jungle comme autant de dents rocheuses, je donna un nom plus contextuel que descriptif à cette nouvelle espèce. Je la nomme Pteradon lorem, le croc terrestre bombardier. Journal d'expédition de Gaspard de Cristoval, 17 Sigmarzeit, 988e année impériale. Il me semble que nous approchons de Skeggi, mais chaque jour qui passe me fait me demander si une force extérieure ne nous obligeait pas à prendre les chemins les plus ardus et les plus désorientants pour nous éloigner de chez nous. Les routes semblent systématiquement barrées par des éboulements ou des arbres morts, et cette désagréable sensation d'être suivi a trouvé matière à se cristalliser en un événement en particulier. Cette nuit, l'un des gardes tiléens a affirmé avoir surpris un groupe de petites créatures reptiliennes dotées de parures de cuir et de colifichets, rôdant autour du campement et ayant pris la poudre d'escampette dès l'instant où elles ont été repérées. En temps normal, nous aurions certainement mis ces élucubrations sur le compte d'un délirium dû à la boisson, mais nous n'avons plus de vin au citron depuis un moment, ce qui nous force par ailleurs à consommer l'eau trouvée sur notre route, que j'ai conseillé de faire bouillir avant consommation, à défaut de pouvoir la couper à l'alcool. C'est un médecin arabien rencontré lors de mes précédentes expéditions qui m'a montré cette méthode saugrenue pour éviter les maladies transmises par les eaux. Elle me semble fonctionner, car nous ne présentons aucun malade lié à l'eau pure. Je note également que depuis que nous maintenons toutes ces gardes renforcées, nous ne comptons plus de nouveaux cas de fièvre dans nos rangs, ce qui semble confirmer la nature non naturelle de cette dernière. Aujourd'hui, mon travail d'éclaireur m'a encore une fois mené sur des sentiers bloqués au travers de l'épine de Lustrie, comme j'ai pris l'initiative de nommer cette chaîne de montagnes que nous traversons. Mes pérégrinations m'ont cependant mené jusqu'à une large caverne, traversée par un cours d'eau sommaire, mais suffisamment vaste pour laisser passer toute notre troupe. Dans l'espoir d'y trouver une voie afin de rejoindre la canopée en contrebas, je m'engageai dans cette grotte tout en allumant ma lampe à l'aide de mon briquet à poudre. Il me fallut près d'une demi-heure de marche avant de constater les traces d'une présence autre que la mienne dans cette tanière troglodyte. Tandis que j'avançais prudemment entre les infractuosités rocheuses, prenant soin de noter ma route régulièrement sur ma carte, je tombai sur une large masse d'un vert brunâtre, et pus rapidement définir son origine organique. Après une inspection rapide, j'attribua le corps à un large animal quadrupède, au cou trapu, et à la large tête sertie de dents plates, typique d'un herbivore. Il était gigantesque, et devait mesurer près de 7 mètres de long, mais sa chair était molestée de traces de morsures et de griffures, et sa carcasse pourrissante semblait à moitié dévorée. Ce qui me choqua le plus n'était pourtant pas ces marques évidentes de prédation sur une créature si massive, mais les taches bioluminescentes recouvrant une partie de son crâne et plusieurs autres endroits de son corps. Le liquide vert pâle semblait particulièrement corrosif, ce que je pus confirmer en le manipulant avec un bout de bois charrié par le ruisseau souterrain non loin, et qui ne fit pas long feu. Je continuai alors ma route, à la fois excité et rendu inquiet par cette découverte, et me demandant quel genre d'animal pouvait abattre un monstre de cette taille. Je n'eus pas très longtemps à attendre pour avoir ma réponse. Je débarqua dans une large cavité, illuminée en partie par un trou de lumière en provenance de la voûte, et me permettant d'observer à bonne distance la source de mes questionnements. La chose était colossale, aussi grande qu'une wyvern, peut-être même plus. J'estima sa taille à près de 14 mètres de long. L'animal semblait allongé sur le sol, endormi, comme l'attestait sa cage thoracique se soulevant à intervalles réguliers. Il arborait une teinte vert pâle, presque blanche, mais l'œil était rapidement accroché par une fantastique voilure dorsale d'un rouge vif. Je pus penser ici à un caractère sexuel secondaire, à un moyen de parader avec ses congénères, mais cette hypothèse vola bien vite en éclats quand je m'attarda sur le crâne de la créature.
D'une apparence crocodiliforme, la mâchoire non labiale laissait dépasser de gigantesques crocs, suffisamment intimidants pour contrer mon envie de me rapprocher. Mais ce qui me convainquit de l'inutilité de la voile dorsale en tant qu'outil social fut sa paire d'orbites creuses dénuées d'yeux. L'animal était clairement aveugle. J'attribua donc ce rouge vif à un rôle d'avertissement, me rappelant de l'acide corrosif découvert un peu plus tôt. De nombreux animaux venimeux se partent en effet de couleur criarde pour prévenir de leur dangerosité, et j'imagine que celui-ci se rangeait dans cette catégorie. Je continua alors mon étude de l'étrange créature assoupie, en m'attardant sur d'autres caractéristiques étranges. Sa gueule et ses naseaux étaient pourvus de longues vibrisses, un caractère que je n'avais jamais observé chez un reptile auparavant. Elles me parurent cependant plus proches des plumes sétiformes que je pus croiser chez certains volatiles que de la moustache d'un félin ou d'un rongeur. Et je me demanda si cet animal n'était pas plus apparenté à un oiseau qu'à un reptile. Je me convainquis de ce fait en observant les membres antérieurs de la créature, disposés dans le prolongement du corps, me confirmant sa bipédie et de fait sa singularité. Ce constat me fit également remettre en cause de nombreuses choses, comme par exemple la classification des sang-froids de Nagaroth. Je me rendis compte à ce moment-là des similitudes entre les montures de Rushi et l'animal que j'avais en face de moi. La posture, la numération dactyle, ce second doigt pourvu d'une serre massive, c'était un changement de paradigme dans ma perception du monde vivant. Y avait-il un lien entre reptiles et oiseaux? Étaient-ils apparentés? Ou bien descendaient-ils peut-être d'un même animal ayant engendré des populations se séparant au fil des générations par des caractères acquis? Je fus tellement occupé par ces questions passionnantes que j'en omis la caractéristique la plus étrange de la bête, sous la forme de cette queue bifide remuant doucement sur le sol durant son sommeil. Je ne m'attarda pas sur cette bizarrerie, pressé de coucher mes observations sur le papier. Je sortis donc de la grotte avec célérité, tout en réfléchissant à un nom pour cette nouvelle espèce. Je la baptiserai finalement Troglodones ornithosimilis, l'oiseau à dents cavernicoles. Journal d'expédition de Gaspard de Cristoval, 20 Sigmarzeit, 988e année impériale. Nous avons fini ce matin le déblaiement des éboulis qui nous bloquaient le passage, et nous avons finalement pu atteindre la canopée. Selon mes estimations à cet instant, nous n'aurions eu alors que quelques jours de voyage supplémentaires pour atteindre Skeggi, mais cela était sans compter sur la malchance qui nous poursuivait depuis notre départ du Temple du Jaguar. Certains parmi les hommes, et tout particulièrement Alfonso, ce qui n'aurait pas dû me surprendre, avaient commencé à parler de malédiction. D'autres encore soupçonnaient les Tiléens de manigancer leurs morts pour s'accaparer les trésors que nous avions découverts. Et alors que les inimitiés séculaires entre Estaliens et Tiléens n'avaient pas vraiment fait montre avant cela, la situation précaire de l'expédition sembla réveiller ces rancunes chauvines au sein du groupe. Nous n'eûmes cependant pas le loisir d'explorer ces tensions naissantes, car la nature hostile de Lustrie nous rappela bien vite à l'ordre. Tandis que nous marchions à bonne hâte à travers la frondaison, nous entendîmes un grondement d'une puissance et d'une horreur sans nom. La troupe se stoppa net, et les mercenaires tiléens se déployèrent en bon ordre autour de nous, dans le peu de formation que leur nombre réduit autorisait encore. Puis nous reprîmes notre avancée, emplis de prudence. Il ne fallut que quelques minutes de marche supplémentaires pour découvrir le fin mot de l'histoire, et il ne nous apparut pas par surprise, loin de là. Les arbres renversés et les vagissements bestiaux alertèrent notre ouïe bien plus que notre vue. En ma qualité d'éclaireur intérimaire, je fus envoyé en avant de la formation pour déterminer la forme de la menace, si menace il y avait, et menace il y avait. Dissimulé dans l'ombre d'un gigantesque arbre tropical, j'observai avec un mélange d'émerveillement et de terreur la scène devant mes yeux. Une paire de créatures géantes s'affrontaient dans une rixe d'une violence inouïe. L'un des animaux, quadrupède et court sur pattes, semblait recouvert d'une épaisse carapace osseuse, allant de sa large tête plate jusqu'au bout d'une queue terminée par l'équivalent d'une masse d'armes organique. Je n'avais jamais rien vu de tel en toute une vie de naturaliste. Le lézard blindé, semblable à une forteresse hérissée de pointes et de crocs, était aux prises avec un animal qui, bien que moins surprenant, n'en restait pas moins l'une des choses les plus terrifiantes que j'eus jamais contemplées. Culminant à une hauteur de hanche de près de 5 mètres, et d'une longueur similaire à celle du troglodoon, l'animal était clairement un prédateur. Son crâne étroit, garni de dents massives, se plantait régulièrement dans la carapace blindée de sa proie. Ses pattes étaient elles aussi des armes mortelles, et je reconnus, non sans une pointe de satisfaction, une très forte similarité entre les membres de ce carnivore bipède
et celle du Troglodones ornithosimilis. Le lien de parenté entre ces animaux m'apparut comme une évidence. Je n'eus cependant pas le loisir de m'émerveiller devant ces créatures, et je retournai bien vite au reste de la troupe pour entamer un contournement de la zone de combat. Notre marche fut aussi discrète que possible, et nous ne prîmes aucun risque, préférant accentuer la distance avec les monstres, quitte à rallonger notre route. Mais ce ne fut pas suffisant. La déveine nous poursuivait encore. Pendant un instant, le bruit des combats s'estompa, et il fut rapidement remplacé par celui du bois brisé, et celui d'un pas qui faisait trembler la terre. Nous nous arrêtâmes juste à temps pour éviter la charge affolée de l'animal blindé que je nommerai plus tard Bastiladon flagellum, le fléau à dents fortifié. Celui-ci débaroula devant nous à toute vitesse, renversant tout sur son passage. Il fut rapidement rattrapé par le carnivore géant vu précédemment. Le monstre tenta alors de saisir la queue de sa proie entre ses puissantes mâchoires, mais celle-ci se balança dans un mouvement sec et percuta le crâne du carnivore dans un impact impressionnant. Sonné par ce coup d'une rare violence, l'animal tituba, laissant l'occasion au Bastiladon de s'enfuir sans demander son reste. Nous restâmes pétrifiés, sans oser bouger, jusqu'à ce que l'un des Tyléens, par quelques signes de la main, nous ordonnasse de reculer lentement, profitant de l'étourdissement temporaire du monstre pour sortir de son champ de vision. Mais Myrmidia semblait bien nous avoir quittés ce jour-ci, car le silence fut brisé par le cri d'Alfonso, dont le visage avait été agrippé par une petite créature varaniforme dotée d'ailes membraneuses sur ses flancs. Il s'en débarrassa avec célérité, mais le mal était déjà fait. Dans un silence de mort, la troupe tourna son regard vers le monstre géant ayant retrouvé ses esprits. Je croisais alors ses yeux, tournés vers l'avant comme ceux d'un félin, lui offrant sans nul doute une excellente vision stéréoscopique. Si certains eurent l'espoir que l'immobilité parviendrait à nous faire oublier de l'animal, j'avais la certitude qu'il n'en serait rien. Il nous voyait parfaitement, et il nous jaugeait, sans véritablement comprendre à quoi il avait affaire. Je posais alors un pied en arrière, rapidement emboîté par l'autre, et imité par mes camarades d'infortune. Le prédateur poussa ensuite un hurlement terrible, qui acheva d'exacerber notre terreur. Nous tournâmes les talons avec autant de célérité que ce que notre physiologie humaine autorisait, et le sol trembla sous nos pieds tandis que nous devenions la nouvelle proie du monstre. Je n'ai que peu de souvenirs de cet événement traumatisant, tout au plus des ellipses fugaces emplies de cris et de grondements. J'ai cependant encore bien en tête le moment où le destin décida de nous offrir une échappatoire, en échange d'un sacrifice qui m'attriste encore au moment où j'écris ces lignes. Alors que nous courions à travers la frondaison, sans autre destination que la survie, Alfonso se prit les pieds dans une racine qui sembla s'enrouler autour de sa cheville de manière consciente. Il chuta, et à ma grande honte, la volonté de l'aider ne traversa même pas mon esprit. Je continuais simplement ma fuite, terrorisé par la menace du prédateur derrière nous. J'entendis les pas du géant s'arrêter, suivi du cri désarticulé de mon ami, et du craquement des os et de la chair broyée. Et il sembla alors que l'animal cessa sa chasse, car le sol ne recommença pas à trembler. Je poursuivis cependant ma fuite, jusqu'à atteindre un éclaircissement dans la canopée, rejoignant le reste du groupe dans cette petite clairière. Je fus surpris de voir que mes camarades avaient cessé de courir, comme s'ils avaient oublié la menace du Carnosaurus alfonsi, puisque tel est le nom que je lui donnerai par la suite. Je compris cependant assez rapidement les raisons de cet arrêt inopiné. Une cohorte de créatures, bardées de lourdes armes et de boucliers d'écailles, nous barrait le passage. Journal d'expédition de Gaspard de Cristoval, 20 Sigmarzeit, 988e année impériale. La horde de créatures reptiliennes et vaguement anthropomorphes était restée sans ciller tout autour de nous, et aucun membre de l'expédition n'osait faire un mouvement, intimidés que nous étions par les lourdes armes d'or et d'obsidienne que portaient les nouveaux venus. Après un temps qui sembla durer une éternité, la masse compacte d'écailles et de muscles qui nous barrait la route s'écarta pour laisser passer une petite créature frêle couverte de colifichets. Et je reconnus immédiatement l'esthétique des babioles comme étant la même que celle que nous avions découverte au temple du jaguar. L'homme lézard, de petite taille, se posta devant notre groupe et commença à siffler dans une langue incompréhensible tout en mimant quelque chose de ses mains griffues. En réaction à l'un de ces gestes clairement dénués de bonnes intentions, les guerriers en arrière-plan quittèrent leur immobilisme pour présenter une posture de combat,
Et notre étrange orateur continua de pester dans sa langue sifflante, en insistant encore plus sur ses mimes. Ce fut cet instant qui me fit sortir de ma torpeur. Je compris alors que la créature nous demandait quelque chose, et je ne voyais qu'une seule chose qu'elle pouvait désirer. Prenant mon courage à deux mains, je m'avançai au-devant de notre formation, tout en attrapant le sac rempli de notre butin des mains d'un des Tyléens, réticent, mais comprenant rapidement le but de ma manœuvre. La créature pencha la tête sur le côté avec un air circonspect, sans doute étonné de voir enfin une réaction de notre part. Je m'approchai lentement et sans geste brusque, laissant mes mains bien en vue afin de ne pas laisser transparaître la moindre pugnacité de ma part. Je sortis alors doucement une breloque de la gibecière et la tendis à mon interlocuteur écailleux. J'eus peu de mal à percevoir sa réaction sur ces traits reptiliens, et il repoussa l'objet serti d'or et de joaillerie avec dédain, avant d'à nouveau mimer quelque chose. Quelque chose de rectangulaire. Je compris évidemment ce qu'il me demandait, mais je fus réticent à l'idée d'obéir à sa demande, jetant un œil à mes camarades. Se séparer de cet objet, c'était perdre la récompense de tous nos sacrifices de ces dernières semaines. Je ne pus réprimer une moue de frustration qui interloqua l'homme lézard, affichant une expression semblable à celle d'un oiseau curieux. J'extirpa avec précaution l'énorme tablette gravée de son écrin de cuir, ce qui provoqua un fort tumulte, aussi bien au sein de notre groupe que de celui des autochtones. Mon homologue reptilien siffla de plus belle, tandis que derrière moi, j'entendais la rumeur colérique de mes camarades. Le petit émissaire pressa ses mains avides vers l'objet, mais je décidai alors de jouer un coup de carte. Retirant la source de sa convoitise de sa portée, je tentai de communiquer avec elle, parlant avec douceur et calme pour ne pas provoquer plus d'animosité. Ce ne fut pas une franche réussite. Mon refus d'obtempérer provoqua immédiatement une réaction des guerriers lézards qui avancèrent d'un pas avec un air menaçant. Mais par chance, leur médiateur, sans doute curieux, me laissa une chance de m'exprimer. Je sortis alors de mon fatras la carte que mon travail d'éclaireur m'avait fait dessiner, et je tentai, tant bien que mal, de faire comprendre à mon interlocuteur ce que je désirais. Par des gestes explicites de la main, je désignai notre groupe et notre destination sur la carte, ainsi que la horde face à nous, cherchant à lui intimer le besoin que nous avions d'un guide pour nous conduire à Skegi. Sans quitter la tablette du regard, l'homme lézard posa son doigt sur le plan et traça une route invisible dans une direction opposée à celle que nous désirions. Puis il pointa la tablette avant de tiquer un point fixe à répétition sur ma carte. Il me sembla qu'il avait compris ma demande, mais qu'il désirait avant toute chose récupérer la relique et la mettre en sécurité. Après quelques échanges supplémentaires dans ce mode de communication des plus approximatifs, il me sembla que nous arrivâmes enfin à un accord. Et non sans un pincement au cœur, je cédai la tablette d'or et de pierres précieuses à la créature sous le regard courroucé de mes collègues. Je m'attendis alors à ce que l'émissaire adverse veuille également récupérer le reste des colifichets, mais quand il me vit les sortir du sac, il eut un geste dédaigneux de la main et se désintéressa de moi avant de rejoindre sa troupe avec le seul objet digne de son intérêt. Ce bref temps mort me laissa alors l'occasion d'exposer la situation au reste de notre groupe. Journal d'expédition de Gaspard de Cristoval, 21 Sigmarzeit, 988e année impériale. Nous avons marché toute la journée sans discontinuer, guidés par ces étranges hommes lézards. Ces derniers n'eurent aucune compassion pour les plus faibles d'entre nous, et à dire vrai, je pense qu'ils ne remarquèrent même pas les difficultés que nous avions à maintenir leur rythme de marche dans la frondaison. Au point que plusieurs d'entre nous durent se délester de leurs affaires, ou bien les partager à d'autres pour maintenir la foulée. Au moins, la présence des autochtones sembla nous permettre d'éviter les dangers de la jungle qui nous harassaient jusque-là. Et lorsqu'enfin nous fîmes halte à la tombée de la nuit, c'est avec un soulagement et un sentiment rare de sécurité que nous posâmes notre fourbi au sol. Le campement fut austère, les guerriers lézards restèrent en retrait, et il m'apparut qu'ils dormaient debout, à la manière des chevaux. L'émissaire, pour sa part, se positionna en tailleur près du feu de camp, avant de sortir quelque chose d'une bourse de peau à sa ceinture et de rapidement l'enfourner dans sa gueule. Il s'attela ensuite à étudier la plaque récupérée la veille, sans se préoccuper des membres de notre expédition qui montaient le campement. Tout du moins resta-t-il impassible jusqu'au moment où je sortis mon carnet de croquis. Tandis que je m'appliquais à dessiner de nouvelles esquisses de nos guides, jetant régulièrement des regards peu discrets en leur direction,
L'émissaire remarqua mon intérêt pour lui, et jeta un œil fugace à mon carnet. Encore une fois, je pus constater la curiosité propre à cette sous-espèce d'homme-lézard, que je nomme skink, en référence à ce son sifflant si souvent usité dans sa langue. Il s'approcha avec hésitation, et par quelques gestes de la main me fit savoir son intérêt pour ce que je faisais. Je lui tendis mon document pour toute réponse. Il me sembla dans un premier temps que mon interlocuteur paraissait plus intrigué par l'objet en lui-même que par son contenu. Il hésita une seconde avant de prendre précautionneusement le livre dans ses mains griffues. Ces dernières firent preuve d'une dextérité que je n'eus pas imaginée, tournant délicatement les pages avec une révérence et un respect qui m'étonna tout autant de la part d'une créature d'apparence si peu empathique. Le skink semblait vouer une déférence particulière aux représentations, et il stoppa son feuilletage lorsqu'il tomba sur une de mes esquisses du troglodyte. Ce fut la première fois que je pus percevoir sur ses traits reptiliens une émotion autre que de l'agacement, et il apparut que mon illustration lui intimait un mélange de surprise et d'incrédulité. Il se tourna vers moi avec insistance et me parla dans sa langue chuintante, cherchant a priori à en savoir plus sur cet animal. Comprenant rapidement mon incapacité à saisir son langage, le skink pesta de frustration avant de gratter le sol pour tenter d'expliciter son propos avec un dessin. Son niveau artistique était sommaire, dans un style très abstrait et figuratif. Le dessin semblait représenter une sorte de boule enflammée, et l'illustrateur improvisé passait régulièrement son doigt griffu entre mon carnet et sa propre ébauche, comme pour signifier un lien étroit entre les deux. S'impatientant face à mon incompréhension de ce qu'il exprimait, il siffla à nouveau avant cette fois-ci d'alterner entre son dessin et le ciel nocturne, dans des mouvements me faisant clairement comprendre qu'il me considérait comme un simplet. Ce fut quand ses doigts s'arrêtèrent à nouveau sur mon croquis, et plus précisément sur la queue bifide du troglodyte, que je compris où il voulait en venir. L'illustration abstraite qu'il avait tentée sur le sol était une comète. De manière parfaitement incongrue, j'étais face à une créature reptilienne d'un autre monde qui semblait vouer une certaine forme de révérence à la comète à deux queues, le symbole du dieu roi. Il me parut improbable que ce skink soit un fervent adorateur de Sigmar, mais je me surpris à imaginer mon homologue reptilien sapé comme un prêtre et participant à un office dans une des cathédrales de nos voisins impériaux. Cette pensée cocasse me fit lâcher un rire incontrôlé, ce qui ne passa pas inaperçu auprès du skink, qui plissa les yeux en cherchant à comprendre le sens de ce nouveau son qui sortait de ma bouche. Il revint cependant rapidement à sa source d'intérêt première, et, par l'intermédiaire de nos dessins, nous passâmes une bonne part de la nuit à tenter de discuter de choses et d'autres. Ce fut, malgré les limitations inhérentes à notre langage, une des expériences les plus enrichissantes que je vécus durant mon séjour dans le Nouveau Monde d'Or. Journal d'expédition de Gaspard de Cristoval, 23 Sigmarzeit, 988e année impériale. Malgré mes interactions en bonne entente avec l'émissaire Skink, qui semble-t-il avait pour nom Tlachitsky, les 2 derniers jours ne furent pas moins éprouvants que les précédents. Les hommes lézards disposaient d'une réserve d'énergie folle et ne paraissaient pas souffrir la fatigue ou la lassitude, là où les membres de notre expédition puisaient dans leur dernier retranchement pour maintenir le rythme imposé par nos guides. J'ai moi-même attendu aujourd'hui pour reprendre ma plume, favorisant mon repos physique à l'écriture de ce journal. Je ne pus cependant pas chasser bien longtemps ce besoin compulsif de coucher sur le papier mes expériences dans le Nouveau Monde, et ce, d'autant plus en ce 23 Sigmarzeit, où j'observa le plus fantastique des spectacles qu'il m'eût été donné de voir de toute ma vie. Tandis que nous traversions un pan de jungle particulièrement dense, que nous n'aurions sans doute jamais pu passer sans le concours des guerriers Saurus, la frondaison s'éclaircit, et nous débouchâmes en amont d'un large fleuve, tombant en cascade dans une vallée surplombée d'immenses falaises. Mais si ce paysage en lui-même prêtait déjà au champ lexical de l'incroyable, ce qui s'y trouvait apparaissait comme plus prodigieux encore. Engoncé dans la roche et fusionné à la jungle, se trouvait l'une des plus fantastiques constructions possibles. Il ne s'agissait pas de ruines comme dans le temple du jaguar, mais d'une ville garnie de pyramides à gradins et grouillante d'activité. Je restai bouche bée lorsque ma vue s'attarda sur d'immenses structures de pierre et d'or flottant dans le ciel et soutenues par des arcs d'énergie magique d'une puissance qui me dépassait. Tlachitsky nous demanda fort heureusement de rester en arrière. Il sembla bien que nous ne fussions pas autorisés à pénétrer dans l'enceinte de cette cité-temple à couper le souffle. Et d'une certaine manière, cela présenta comme avantage de nous éviter la dangereuse descente à flanc de falaise, permettant d'accéder à la ville homme-lézard, ce qui, dans notre état de fatigue avancé, aurait sans nul doute provoqué de malheureux accidents.
Tandis que mes comparses profitaient de cet instant de répit pour reprendre des forces et contempler le paysage fabuleux offert à nos yeux, je me permis de m'éloigner du groupe pour m'installer au bord de la formation rocheuse afin de bénéficier d'un angle de vue plus large sur la cité en contrebas. Je sortis alors ma lunette et étudia tout Montsoul, les mégastructures et leurs habitants, conscient que cette occasion ne se présenterait sans doute plus jamais durant ma vie. Le ciel était saturé de pteradons et d'autres créatures ailées apparentées, mais la ville semblait habitée majoritairement par des skinks, bien que leurs oripeaux laissassent transparaître un rang social moins élevé que celui de Tlachitski. Je constatais également que la plupart d'entre eux vaquaient à diverses occupations, très fortement semblables à ce que nous pourrions trouver dans une cité humaine. Artisanat, dépeçage de bêtes, fabrication en tout genre. Il ne me sembla cependant pas reconnaître de commerce, ou si cette activité existait, elle restait de toute évidence discrète. Je remarquai également, à défaut de guerriers saurus, étrangement absents des rues de la ville, de gigantesques hommes lézards aussi hauts qu'un ogre, et occupant le plus souvent des postes de manutention. Ces monstres, à la musculature impressionnante, tiraient sans broncher de gigantesques blocs taillés à travers les longues allées de la ville, les empilant avec précision et construisant, sous la direction avisée des skinks, de nouvelles structures de pierre aux abords de l'agglomération. Après avoir étudié longuement ces nouveaux venus, je constatais des similitudes de caractère avec les saurus et les skinks. Il était certain qu'ils étaient apparentés. Peut-être partageaient-ils un ancêtre commun, ou peut-être que ces créatures géantes étaient tout simplement cet ancêtre commun. La question se posait alors du pourquoi et du comment de la divergence entre des espèces semblant pourtant toujours vivre au sein d'une même population. Peut-être s'agissait-il d'une évolution liée à des rôles sociaux, le temps faisant acquérir divers caractères propres aux guerriers, aux artisans et aux manutentionnaires. Cela sous-entendait cependant que cette civilisation était suffisamment ancienne pour permettre une telle divergence évolutive, une civilisation s'étendant sur des temps géologiques. La stimulation interrogative provoquée par la découverte de ces colosses instigua un fort empressement artistique en moi. Je m'empressais alors de dessiner ces nouvelles créatures dans mon carnet de croquis. Et je fus si absorbé par mon travail que, le temps passant, je ne remarquai pas l'arrivée derrière moi de Tlachitski, qui siffla une série de sons pour attirer mon attention, tout en jetant un regard curieux à mes esquisses. Il sembla amusé de ma représentation des manutentionnaires géants, et pointa l'un de mes dessins du doigt avant de prononcer un mot avec insistance. Après quelques instants, je compris que mon interlocuteur cherchait à me faire savoir le nom de ces créatures, et suite à un échange fugace mettant en lumière notre compréhension mutuelle, je pus retranscrire sur le papier la nomenclature de cette espèce, répondant à l'appellation de Croxigore. Journal d'expédition de Gaspard de Cristoval, 1er zone Til, 988e année impériale. C'est le jour du soleil aujourd'hui. Mes journées ont été si remplies le mois passé que je n'avais pas remarqué la mise à l'arrêt de mon journal. La fête du solstice d'été m'a pourtant remis en tête la tenue de ce carnet retraçant mes aventures et découvertes dans le nouveau monde d'or. Cela fait exactement 43 jours que la compagnie a quitté Exoatul, puisque tel est le nom de la cité-temple qui m'a accueilli, et l'on m'a fait savoir qu'elle était arrivée à bon port à mon grand soulagement. En effet, au moment où Tlachitski revint pour respecter sa promesse de nous ramener à Skegi, je compris rapidement qu'il désirait ardemment que je reste dans sa cité. Je compris plus tard que ce fut essentiellement mes talents d'illustrateur qui furent le moteur de mon acceptation à Exoatul, mais également, et d'une manière que les subtilités de la langue skinks ne parvinrent pas à me faire comprendre, du fait d'une raison intrinsèque en rapport avec les étoiles. Quoi qu'il en soit, j'accepta de rester, d'une part de l'impulsion de ma curiosité maladive, et d'autre part par l'insistance avec laquelle l'émissaire me fit comprendre sa volonté que je restasse sur place. Me souvenant le manque de patience de Tlachitski, et ne désirant pas tester les conséquences d'un refus de ma part, il me parut des plus sages d'accepter l'invitation sans débattre. Je ne regrette pourtant pas cette décision, malgré la vie difficile que je maintiens en ces lieux si peu adaptés à un être au sang chaud tel que moi. La chaleur y est étouffante, et les insectes piqueurs semblent s'être donné le mot pour me considérer comme un buffet à volonté à chaque instant du jour et de la nuit. Mais malgré ces désagréments, je suis conscient de la chance qui m'est offerte d'observer depuis l'intérieur la mystérieuse cité-temple. Tlachitski fut un guide austère, mais d'une motivation sans faille,
et je passais de nombreuses lunes à étudier sa langue et ses coutumes avec une assiduité imposée par mon instructeur. Il me sembla, à de nombreux moments, que la motivation forte de Tlachitsky cachait quelque chose d'autre que le plaisir d'un simple échange culturel, comme si ma formation servait des desseins plus importants. Mais la réponse vague qu'il donna à mes questions fut d'une aide assez relative, tant du fait de mon niveau de compréhension sommaire que des propos évasifs de mon interlocuteur. Cela ne m'empêcha cependant pas d'absorber avec une voracité intellectuelle féroce tout ce que Tlachitsky me proposait. La langue saurienne, telle que je la nommerai par la suite, est sous plusieurs aspects assez primitive, mais d'une complexité et d'une richesse folle. Il m'est pratiquement impossible de la prononcer correctement, et ma compréhension des concepts liés à chaque phonème reste pour le moins superficielle. Mais, au prix de nombreux efforts, nous sommes parvenus à mettre au point une forme de communication hybride, et mon instructeur a sans doute fait autant, si ce n'est plus d'efforts que moi en termes d'apprentissage d'une langue étrangère. Il me semble bien que la majeure partie des hommes lézards parlent une forme ou une autre du saurien. Bien sûr, le dialecte parlé par les Skinks est bien plus riche et varié que celui usité par les Saurus, car la vie parmi eux m'a clairement confirmé mes présomptions quant au rôle fortement social de cette sous-espèce. Mais cela ne signifie pas pour autant que les Saurus soient arriérés ou simplés. Je n'ai pas eu énormément d'occasions de converser avec cette classe guerrière, car de ce que j'en ai compris, la plupart d'entre eux ont pour rôle de patrouiller et de chasser dans la jungle cerclant la cité. Il est donc rare de les voir en ville. Le seul Saurus avec qui j'ai eu la chance de converser semblait avoir un statut particulier dans la cité. Il imposait le respect, même à Tlachitsky, alors que pourtant j'avais eu le sentiment que les Skinks formaient une classe dominante. Répondant au nom de Kuraklokkai, tout du moins dans la forme la plus prononçable que je parvins à produire sans provoquer l'indifférence froide du Saurus, il s'agissait d'une créature musculeuse, dont la peau écailleuse semblait couverte de cicatrices, et d'une pâleur que j'attribua à un âge vénérable. Nos conversations ne furent cependant pas des échanges philosophiques sur le sens de l'univers ou d'un niveau de débat très élevé. Kuraklokkai était clairement un personnage pragmatique, ne se préoccupant que peu ou prou des questions métaphysiques, et ne répondant généralement que par des phrases directes et concises. Cela n'était pourtant pas faute de compréhension des concepts plus complexes, car clairement, il comprenait ce que je lui disais, répondant sans broncher à mes questions et parvenant à suivre le fil de mes pensées, même quand il s'agissait de sujets scientifiques pourtant ardus. Simplement, il ne portait aucun intérêt à ces questions, et malgré une écoute polie et une patience infinie à mon encontre, il me faisait rapidement comprendre que ces sujets ne le concernaient pas. Cette capacité intellectuelle inattendue ne fut cependant pas le fait de la troisième sous-espèce d'homme lézard que je rencontrais. Contrairement à leurs cousins, les Croxigores sont des créatures obtuses et peu enclines à la conversation. En réalité, la plupart d'entre eux ignorèrent purement et simplement mes tentatives d'interaction, et si ce ne fut la présence de Tlachitsky pour leur imposer l'échange avec moi, il me sembla bien que j'eus été incapable de la moindre conversation avec ces colosses aussi forts que simplés. Le peu que je tirais de mes échanges avec un Croxigore, un peu plus futé que ses congénères, me confortèrent dans la perception que j'avais de leur rôle au sein de la cité. Ils étaient des exécutants et des manutentionnaires. Toute leur vie tournait autour de la construction, et s'ils devaient se reposer sur les capacités d'architectes des Skinks, ils étaient néanmoins capables d'une extraordinaire compréhension des ordres, qu'ils suivaient avec une précision et une volonté sans faille. Il advint même que je manquasse de me faire piétiner par l'un d'entre eux, ayant reçu une instruction de l'un de ses contremaîtres, tandis que je me trouvais, par le plus pur des hasards, entre lui et son objectif. Il ne le fit pourtant pas par animosité, ni même par absence de pitié. En réalité, il ne me calcula même pas. Je n'existais simplement pas pour lui dans son paradigme, car n'étant ni une gêne, ni une aide à l'accomplissement de sa tâche. Ces échanges furent malgré tout extrêmement enrichissants pour moi, et l'apprentissage du saurien me permit également d'aider mes hôtes dans la mesure de mes capacités. Mes talents artistiques et scientifiques furent particulièrement appréciés des Skinks architectes qui profitèrent grandement de mes connaissances des perspectives et des mathématiques pour compléter leurs propres aptitudes dans le domaine. Cela me permit par ailleurs d'observer en détail les différentes constructions d'Exoatool. Je n'ai cependant pas le temps de développer aujourd'hui ces observations, car le devoir m'appelle, et Tlachitsky ne devrait pas tarder à venir me chercher pour ma leçon journalière. Journal d'expédition de Gaspard de Cristoval,
Premier Mitterfull, 1004e année impériale. Il est étonnant de voir comme le temps est destructeur. Il est de ces choses que l'on ne constate qu'en les vivant. Fut une époque pas si lointaine où j'allais sur ma 40e année en sillonnant le monde avide de savoir. Et me voilà aujourd'hui, allant sur ma 60e, me demandant s'il est bien raisonnable de quitter ma casemate pour rejoindre Tlachitski. La faiblesse de l'âge est une chose honteuse que je supporte assez mal. Elle le fut d'autant plus lorsque mes hôtes, constatant mon impuissance, cessèrent de me solliciter. Et s'il n'était Tlachitski pour continuer malgré tout ces interactions curieuses avec moi, il eût été fort probable que je sois mort d'ennui avant ce jour. C'est grâce à mon ami et guide que j'ai pu reprendre ma plume. La perte de mon stock de papier m'est toujours restée en travers de la gorge, comme une épine impossible à déloger. Mais je ne sais comment, Tlachitski est parvenu à m'en trouver quelques feuillets, et s'est empressé de me les offrir. Je n'ai jamais été aussi reconnaissant envers quelqu'un que ce jour-là, et l'homme lézard ne comprit pas vraiment l'étalage de sollicitude que je déversais à ce moment. Il fut cependant ravi de me voir reprendre le dessin. Exoatul a bien changé depuis mon arrivée, et j'ai en partie aidé à ces changements, ce qui m'aide à accepter mes incapacités actuelles. Pour une raison que j'ignore, les habitants étaient désireux d'ériger des murailles tout autour de la cité, et tous les architectes Skinks ont focalisé leurs efforts sur ce grand œuvre pendant les 10 dernières années. Comme à son habitude, Tlachitski s'est montré particulièrement évasif et flou lorsqu'il répondit à mes questions. Mais l'habitude aidant, j'ai fini par me rendre compte qu'il s'agissait moins de discrétion que d'une difficulté à m'expliquer des concepts métaphysiques, dans un parler que je puisse comprendre. J'ignore donc toujours pour quelle raison Exoatul s'est ainsi fortifié, ni quel ennemi redoutable serait capable de traverser cette jungle mortelle, échappant à la vigilance prédatrice des Saurus pour venir menacer les temples et les bassins de frais de la cité. Et il m'a paru que même mes interlocuteurs Skinks l'ignoraient, mais ils agissaient malgré tout avec ferveur et zèle, comme si Meridia elle-même était apparue pour leur intimer cet ordre. Je me résignais donc à mourir en emportant ces questions avec moi. Il y a quelques jours, Tlachitski, lors d'une de ses visites régulières, sembla particulièrement excité, à tel point que ses mots en estalien fourchaient en permanence dans une hybridation étrange de sons reptiliens et de langage parlé. Je dus mettre énormément d'efforts pour saisir les raisons de son excitation, et de ce que j'en compris, il m'invitait à le rejoindre à la mi-journée de l'équinoxe de printemps pour assister à quelque chose d'extraordinaire. Il utilisa des termes que jamais je n'entendis dans une telle syntaxe. Il me parla d'une sorte d'entité, appelée la sagesse du monde, qui devait se réveiller. Il me parla des plaques sacrées d'Ouatul, et du grand dessin, ce fameux grand dessin, que j'ai fini par assimiler à une sorte de réponse magique permettant de couper court à une conversation. Je n'eus pas beaucoup de réponses ce jour-ci, et je dus prendre mon mal en patience, me préparant à voir moi-même ce qui rendait Tlachitski aussi survolté. Lui que j'ai pourtant toujours connu d'un calme et d'un flegme impeccable. Ces jours d'attente furent insoutenables, et malgré la douleur lancinante dans mes articulations, je fus parmi les premiers à rejoindre le lieu de l'événement. Jamais je n'avais vu tant d'hommes lézards réunis au même endroit. La place du soleil était noire de monde, et tous fixaient avec impatience le sommet de la pyramide principale d'Exoatul, l'un des rares lieux que je n'eus jamais le droit de visiter. Au bout d'un moment, toute la foule autour de moi se mit à genoux, dans des postures de vénération, à l'exception des Saurus, qui gardèrent leur stoïcisme habituel. Par déférence, et faisant fi de mes douleurs, je posai également genoux à terre, intrigué par tant d'obséquiosité. Je compris rapidement le destinataire de toute cette adoration. Quittant la pyramide et se détachant sur le balcon de pierre à son sommet, une imposante créature apparut. À son arrivée, j'entendis des suppliques et des prières tout autour de moi, mais également des chants et des sons de joie. La créature était Pato des Grâces, semblable à l'un de ces crapauds boursouflés utilisés pour attirer les entérodactyles. Elle était couverte de breloques et de colifichets, soutenue à la vue de tous sur un palanquin porté par un quatuor de larges saurus à la peau blafarde et sapé d'ossements. La chose ne bougeait pas et me sembla morte l'espace d'un instant, mais elle finit par lever l'une de ses pattes atrophiées, ce qui provoqua instantanément le calme et le silence dans l'assemblée. J'eus moi-même un sentiment de peur et de respect qui se déversa en moi, sans que je puisse en exprimer la raison. Il y eut une sorte de croassement rauque qui se réverbéra dans toute la ville, et en partie dans mon propre esprit. Et j'entendis alors les voix reptiliennes des Skinks scander une formule autour de moi, une formule que je traduisis par l'enfant des anciens, la sagesse du monde.
La créature adipeuse, semblant détachée de notre réalité, leva son autre patte, et de quelques mouvements lents et délétères, sembla dessiner quelques signes invisibles dans le ciel. Le sol se mit alors à trembler. Ce n'était pas le premier séisme que je vécus en Lustrie, mais celui-ci ne me semblait pas naturel. L'idole boursouflée continua ses imprécations manuelles sans un bruit, sans même se préoccuper des secousses, et celles-ci s'accentuèrent. De nombreux skinks se plaquèrent au sol, non pas par peur des tremblements, mais dans une attitude de vénération absolue, scandant toujours plus fort la même formule, l'enfant des anciens, la sagesse du monde. Certaines plaques de pierre sous mes pieds se fissurèrent alors, et je commençai à ressentir une peur panique vis-à-vis de ce qu'il se passait. Mon regard se focalisa alors sur la créature mystique, mais celle-ci s'était mise à luire dans une lumière plus intense que celle du soleil, me forçant à détourner les yeux. Cet acte involontaire me permit de voir la chose la plus incroyable et la plus invraisemblable de toute mon existence. Loin de là, au nord, par-delà les murailles et par-delà même la frondaison canopéenne, s'élevèrent des dents de pierre. Elles pointèrent vers le ciel, sans cesser de grandir à chaque instant, soulevant un gigantesque nuage de poussière qui obscurcissait le soleil de midi, au point que la seule source de lumière devint la créature. J'assistais à la naissance d'une nouvelle chaîne de montagnes. De mon vivant, j'assistais à une manipulation de Mundus lui-même. Je tombais à la renverse devant un tel déferlement de puissance magique, abasourdi par la géomancie sans limite qui s'offrait devant mes yeux. Je perdis alors connaissance, et tout ce dont je me souvins, tandis que le noir obscurcissait mes sens, fut cette formule entêtante. L'enfant des anciens, la sagesse du monde. Tlatoani Matsamundi.